Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal, bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Le Premier ministre Robert Mambé-Begré a rencontré les populations du Sud Comoé dimanche dernier au stade municipal de Bonois. C'était lors d'une cérémonie qui visait pour ces populations à dire merci au président de la République pour ses actions de développement en faveur de la région. On y revient en début de journal. Stop aux actes de banditisme dans l'espace maritime ouest-africain. C'est la mission que s'est fixée les États membres de la CEDEAO qui, depuis hier lundi, sont réunis en Côte d'Ivoire à l'initiative du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest pour explorer les voies et moyens d'améliorer les échanges d'informations afin de mieux sécuriser le golfe de Guinée. Au Tchad, le dernier bilan des inondations fait état de 487 décès recensés avec 200 000 maisons détruites et 117 départements sur 120 sont victimes de ces inondations. L'ONU, qui jugeait nécessaire un plan de réponse de 97 millions de dollars américains, n'a pu récolter qu'à peine moins de 10% de cette somme. Je vous le disais au sommaire, le Premier ministre Robert Mambé-Begré était dimanche à Bonois pour présenter aux populations de la région du Sud Comoé les différentes opportunités qui s'offrent à elles pour que le développement arrive dans la région. Des populations qui ont tenu à dire merci au chef de l'État pour toutes ces actions de développement en faveur de leur région. Le témoignage, Franck Quadio. Bonois, le stade municipal trop exigu ce dimanche pour une compétition singulière, celle du développement. Ils sont donc venus d'Assini, d'Adiaké et de Grand-Bassam pour cette phase 1 de la série de visites du Premier ministre Robert Begré Mambé, mandaté par le président Alassane Ouattara, chef de l'État dans le sud Comoé. À Bonois, le chef du gouvernement est porteur du message de l'un des fils du pays Eivey. Le président Alassane Ouattara fait en 2015 chef des chefs par la génération régnante, les Nyandou. Aucun président de la République de Côte d'Ivoire n'a reçu un tel honneur, un tel pouvoir de notre culture traditionnelle. Le temps passant, il y a eu quelques incompréhensions. Nous avons donc patienté, vivant dans l'espérance de la réalisation des actes de développement de grande ampleur que seul le président de la République peut apporter. Et vous voilà avec l'onction du président de la République. C'est un lien entre le chef de l'État et le peuple Eivey à Bouré qui date, et ici tous espèrent de ce mariage un développement accru et leur voix, tout clivage mis de côté, s'unissant à celle de tout le sud Comoé, porté par le président du conseil régional. Le nouveau bâtisseur de notre histoire contemporaine, de la Côte d'Ivoire moderne, a permis aux localités de notre région de bénéficier de nombreuses infrastructures essentielles au développement socio-économique. Je voudrais dire, faire cas de l'autoroute internationale de Grand-Bassam totalement éclairée, de l'autoroute Grand-Bassam-Assini, de la route Abosso-Noué. Mais, Monsieur le Premier ministre, nous conviendrons que malgré tous ces efforts, il reste encore quelque chose à faire. L'essentiel des préoccupations est consigné en 11 axes dans un livre blanc. L'eau, l'électricité et les infrastructures sont en ligne de mire. La visite du Premier ministre sonne comme une aubaine à saisir. C'est pourquoi, en plus du don de 40 millions de francs CFA fait aux populations au nom du chef de l'État, la première dame Dominique Ouattara, selon sa représentante, offre du matériel sanitaire et renforce l'appui aux femmes du Sud Comoé. La première dame fait des dons en nature à ses sœurs. En plus de ce matériel, la première dame vous apporte un important lot de matériel médical et 3 ambulances, Monsieur le Premier ministre, que la première dame met à la disposition des populations du Sud Comoé. Tous ces dons d'une valeur totale de 250 millions de francs CFA, soit une enveloppe globale de 750 millions mise à la disposition de nos parents. Les femmes, les jeunes, toutes les forces de travail du Sud Comoé sont concernées par la stratégie gouvernementale. La vision du président Alassane Ouattara, comme le note le Premier ministre, est de travailler à l'épanouissement de tous. C'est l'épanouissement de l'Ivoirien. C'est le respect que le monde entier doit à l'Ivoirien. C'est pourquoi
Je suis très touché ce soir de constater que non seulement les chefs coutumiers sont là, mais les rois sont là, ou leurs représentants, au nombre de 5 rois et de 3 grands représentants. Je voudrais vous dire que nous allons revenir à Bonois avec des projets lourds pour donner à Bonois ce que Bonois mérite et tout le Sud Comoé ce que le Sud Comoé mérite. Après le pays Eïvé, Assini, Adiaké et Grand Bassam, la prochaine destination de la caravane gouvernementale du développement dans le Sud Comoé sera à Boisseau. Et hier lundi, à Bobo Anokwa Kouté, lors du lancement de la distribution des kits scolaires dans le cadre de la rentrée 2024-2025, rentrée scolaire, Robert Mambébegré a exhorté les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Pour le Premier ministre, la mise à disposition des manuels scolaires aux enfants vulnérables exprime la volonté du gouvernement de renforcer l'accès à l'éducation de base et à la réduction des inégalités. Groupe scolaire Agoueto municipalité. C'est ici, dans cette école primaire de l'IEP Anokwa Kouté, dans la commune d'Abobo, qu'a été lancée l'opération de distribution des kits scolaires pour l'année scolaire 2024-2025. Le Premier ministre Robert Begré Mambé a voulu donner un cachet particulier à cette opération qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit d'un peu plus de 4 millions de kits pour lesquels les principaux bénéficiaires sont exhortés à en faire un bon usage. Mes chers enfants, il faudra prendre grand soin de ces kits scolaires, car ces ouvrages vous permettront de faire de bonnes études. Cette action destinée aussi bien à soulager les parents d'élèves s'accompagne d'une promesse, garantir à leur progéniture une scolarité de qualité. Grâce à ces actions, nous pouvons nous aussi nourrir l'espoir d'être demain de hautes personnalités. Allez dire merci pour nous à Papa Alassane Ouattara. Nous lui promettons de bien utiliser nos kits scolaires. Principal partenaire du gouvernement dans ce projet, l'UNICEF réaffirme à cette occasion son engagement à accompagner l'école ivoirienne dans sa quête d'excellence. C'est dans cet esprit que nous contribuerons cette année encore à la campagne de distribution en offrant plus de 60 000 kits scolaires aux élèves, tous niveaux confondus. Un soutien qui vient en renfort aux efforts du gouvernement contre l'échec scolaire, bien souvent lié au manque de moyens financiers. La distribution des kits à tous les élèves du primaire public facilite l'accessibilité de tous les enfants en âge scolaire à l'enseignement à moindre coût. Je tiens à insister sur le fait que les kits scolaires qui sont distribués à nos enfants sont totalement gratuits. Cette action du gouvernement, bien que salutaire, ne saurait suffire pour garantir le succès aux apprenants. Les familles sont donc invitées à jouer pleinement leur partition dans l'éducation des enfants. Qui, mieux que vous, pour donner à vos enfants la première des éducations, le respect de leur propre personne, le respect des autres, le respect des anciens et le respect des règles de la vie communautaire. Avec l'école du savoir, dans les établissements scolaires, l'école de la vie doit être la base en famille. Si nous voulons une école sans violence, une école sans congé anticipé, une école avec des résultats meilleurs aux examens à grand tirage, il faut une implication plus pratique des parents. Rappelons que le coût de l'opération de distribution des kits scolaires dans les écoles primaires publiques est estimé à plus de 8 milliards de francs CFA. Un reportage signé Jean-Louis Bangbo et Jamasso. Autre lieu, autre action en faveur des élèves et étudiants démunis en cette période de rentrée scolaire. C'est à Yopougon, dans le nord d'Abidjan, que je vous emmène. Sur place, le conseil municipal a offert des prises en charge scolaires à quelques 6 000 élèves et étudiants de la commune. Olivier Kra, Godefroy Okambawa, Ange Kwasi. Ce sont plus de 6 000 élèves du primaire et du secondaire venus des 8 quartiers de la commune de Yopougon qui vont bénéficier de ces prises en charge. Pour les parents d'élèves, ces prises en charge s'annoncent comme un soulagement. Ils souhaitent que l'acte se pérennise. Les engagements que nous irons à prendre
c'est du travail, c'est de boucher dur pour que les parents soient aussi satisfaits de notre travail, pour que aussi nous puissions avoir plus encore de ces prises en charge pour continuer nos parcours scolaires. Nous, parents d'élèves, nous n'avons pas d'inquiétude à nous faire parce que nous savons désormais à qui nous référer, toutefois que les inquiétudes semblaient pointer à l'horizon. Au-delà des élèves, il y a aussi une autre frange de la population qui mérite d'être assistée. À travers cette initiative, le maire Adama Bictogo entend traduire la solidarité de la municipalité à l'endroit des populations les plus défavorisées en cette rentrée 2024-2025. Nous nous battons tous, avec en premier lieu le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous sommes tous venus pour ces enfants. C'est pour cela que je me garderai de faire un discours, mais de poser des actes. À chaque fois que nous pouvons accompagner modestement, nous n'avons pas assez de moyens. Mais je veux que chaque quartier de Yopougon se reconnaisse dans ce geste de solidarité. À l'issue de cette remise de prise en charge, le maire Adama Bictogo s'engage à mettre 25 millions de francs CFA à la disposition des foyers qui sont dans le besoin. Charity, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale qui participe activement à la recherche des moyens et actions pour réduire la misère dans le monde. L'occasion lui est donc donnée en cette période de rentrée des classes pour faire un important don de kits scolaires et de vivres à une ONG sœur spécialisée, elle, dans l'éducation. Compte rendu de nos reporters Olivier Kra, Marie-Chantal Akandan. Des kits scolaires composés de sacs, cahiers, boîtes de craie, mais aussi de vivres et de non-vivres ont été offerts à l'ONG KSP qui œuvre pour l'éducation des élèves en situation de précarité. Ce don est à l'initiative de l'organisation Caritis qui fait de l'éducation l'une de ses priorités. Nous avons repéré la structure KSP et nous avons décidé de les accompagner parce qu'on a trouvé noble leur cause de permettre à des enfants qui n'ont pas forcément la chance ou les moyens de pouvoir aller à l'école. Pour les bénéficiaires, ce geste est bien plus qu'une aide matérielle. Il s'inscrit dans une démarche d'encadrement régulier des élèves les plus vulnérables. Comme l'ONG Caritis l'a fait aujourd'hui, nous appelons toute personne de bonne volonté à nous soutenir dans l'éducation des enfants. Nous formons les enfants de la Côte d'Ivoire gratuitement. Nous formons les élites de demain. Et nous avons besoin des moyens pour continuer cette œuvre. L'organisation Caritis affirme son engagement solidaire et annonce l'extension de ses activités au-delà du domaine éducatif, avec pour ambition de toucher d'autres secteurs essentiels au bien-être communautaire. Les États membres de la CEDEAO ambitionnent de mettre fin au banditisme dans l'espace maritime ouest-africain. Depuis hier lundi, les experts de ces pays, à l'initiative du CRESMAO, le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, sont en réunion en Côte d'Ivoire, une rencontre de travail qui a pour objet d'explorer les moyens d'améliorer les échanges d'informations dans le but de mieux sécuriser le golfe de Guinée. Les précisions de Bahama Traoré. 0 acte de piraterie maritime enregistré en 2023 contre une quarantaine il y a 4 ans. Il faut continuer ce qui a bien commencé dans le golfe de Guinée, l'espace maritime ouest-africain. Cette réunion stratégique qui se tient en Côte d'Ivoire en est l'objet. Elle est initiée par le CRESMAO, Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest. L'enjeu est de rendre plus sûr le commerce maritime dans les eaux ouest-africaines. Il n'y avait que 5 pays qui avaient la capacité d'appréhender et de juger les pirates. Nous avons développé un acte qui permet désormais, où que les pirates soient pris, nous pouvons justement dans toute la région, la capacité de le transférer et de procéder à son jugement. La zone est devenue sûre et l'activité de sûreté et de sécurité maritime a essentiellement pour rôle de permettre le bon déroulement de l'activité économique. Pêche illicite, vandalisme sur les ressources pétrolières, trafic de stupéfiants, contrebande. Pour barrer la route aux auteurs de crimes maritimes, la coopération inter-États s'avère nécessaire. Il faut que nous puissions nous mettre ensemble, mettre nos moyens ensemble afin de trouver des solutions
on va dire, radicale pour pouvoir bouter hors de nos frontières cette activité illicite qui perdure. Il faudrait que les différents pays côtiers puissent vraiment se mettre ensemble, se partager les informations et mutualiser quand même les moyens pour qu'on puisse mieux contrôler notre espace maritime. Vaste de plus de 6000 km, le golfe de Guinée s'étend du Cap-Vert à l'Angola. Une délégation de la protection civile comorienne était récemment en visite en Côte d'Ivoire. Une visite d'étude pour s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de gestion des situations de crise. La délégation repart satisfaite de la mission avec la ferme volonté de bien exploiter ce qui les a séduits lors du voyage. Godefroy Okambawa, reportage. En raison de sa position géographique et des facteurs climatiques, les îles des Comores sont vulnérables aux catastrophes naturelles. Face à ces contraintes, la délégation comorienne, conduite par le directeur général de la sécurité civile, a pu s'imprégner des meilleures pratiques avec les acteurs clés, touchant ainsi du doigt les réalités et d'identifier les défis à relever une fois de retour aux Comores. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire de par les liens que nous avons, mais surtout de par la qualité de fonctionnement de la protection civile. Le maillage territorial qui est en cours ou qui a déjà commencé fait que l'ONPC à ce jour est au plus près de la population. C'est ce qui est le plus important, c'est ce que nous souhaitons faire et c'est ce que nous sommes venus voir et nous rentrons satisfaits. Pour la partie ivoirienne, au cours de ces dernières années, la Côte d'Ivoire a connu des avancées et dispose d'un homme potentiel en matière de gestion des crises, de catastrophes naturelles et climatiques. Ce partage d'expérience avec l'Union des Comores, cet archipel d'îles volcaniques, est autant bénéfique pour les deux pays. Ils ont des particularités, ils font face à beaucoup de difficultés que pour l'instant, nous n'avions pas encore dans notre paysage. Mais il faut s'apprêter. Et c'est pour cela que ces échanges sont très enrichissants pour nous permettre de nous apprêter à attendre ou à faire face ou à apporter la réponse à ce qui n'est pas encore du quotidien ici, mais qui pourrait arriver d'une façon ou d'une autre. La délégation comorienne a pu visiter la première compagnie du GSPM d'Adjamé et la compagnie spécialisée dans les interventions subaquatiques périlleuses et cynotechniques. Du côté de Bouaké, dans le Gbeke, l'actualité, c'était le 8e congrès ordinaire de la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, une réunion de tous les défenseurs des droits humains en Côte d'Ivoire pour faire le bilan du mandat 2020-2023 et mettre à jour les textes. Il était aussi question de renouveler les instances dirigeantes et à ce sujet, c'est Net Willy Alexandre qui a été réélu président de la Ligue pour un autre mandat de 3 ans. Boubacar Silla, Kader Sogodogo, RTI Bouaké. 8e congrès ordinaire de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme à Bouaké, une organisation de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme. Après le nettoyage des textes, le bilan du bureau sortant est l'identification des perspectives en matière de droits de l'homme. Net Willy Alexandre est réélu à la tête de la LIDO par les congressistes venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Le président fixe de nouveaux objectifs et réitère son engagement à renforcer la culture du dialogue, élément essentiel à la cohésion sociale. Nous travaillons selon le triptyque promotion, protection et défense des droits humains. La LIDO travaille toujours dans une approche collaborative. C'est la raison pour laquelle nos actions sont portées d'abord sur la dénonciation, le plaidoyer, et puis des actions qui sont reconnues par la loi. Quelle contribution des défenseurs des droits humains pour le renforcement de la consolidation de l'état de droit? C'est le thème de ce rassemblement au cours duquel le conférencier n'a pas omis d'inviter les membres de la LIDO à se départir des activités politiques et à privilégier le plaidoyer. Ils sont l'œil qui regarde et qui apprécie l'état de droit. Ils sont les adjuvants des gouverneurs qui ont pour mission essentielle de construire l'état de droit, de sorte à ce que leur mission porte les fruits. Créé le 21 mars 1987 conformément à la loi ivoirienne numéro 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, la LIDO n'adhère à aucun groupement politique ni confessionnel.
Et du Béquet, je vous emmène dans le Tonkpi, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Sur place, dans le village de Guélémou, les populations sont sorties massivement pour célébrer la connexion de leur village au réseau électrique national. La fête a été belle et grandiose, tant la joie était grande dans le pays, dans le village ce week-end. La correspondance de Christ Ephraim Diomondé et Didier Nguessan. La nuit est tombée sur Guélémou dans le département de Biankouma, région du Tonkpi, mais pas besoin de la lune. Des lampadaires distillent la lumière sur ce village où fut capturé Samori Touré en 1898. Guélémou, donc désormais électrifié, et cela se fait. Un tel événement, ça se fête, et chacun à son niveau. Donc on est heureux que nos parents, nos élus, tous ceux qui ont contribué à cet événement puissent être ici aujourd'hui pour fêter avec nous. La fête de la lumière à Guélémou, une célébration riche en couleurs et sonorités d'an, signe de la reconnaissance de tout un peuple à son bienfaiteur, le président Alassane Ouattara. La connexion de Guélémou au réseau électrique national, supervisée par le Conseil régional du Tonkpi, étant le fruit du programme présidentiel d'électrification des localités de plus de 500 âmes. Avoir l'électricité ici, ça veut dire qu'au centre de santé, les médicaments qui ne supportent pas la chaleur pourront être conservés. Nous voulons exprimer toute notre reconnaissance au chef de l'État, au président Mabri, qui a été le bras avancé de nos parents vers le chef de l'État pour que cette région connaisse enfin l'électricité, la lumière. Avec son électrification, Guélémou, qui dispose déjà d'une école primaire, amorce son développement. Restent cependant d'autres infrastructures, collèges de proximité, centres de santé notamment. Vous avez certainement reconnu la voix de Léon Brou-Kwame qui commentait le travail de Christ Diomondé. La Côte d'Ivoire abritera prochainement un centre de formation à Abidjan pour la mise à niveau des ingénieurs ivoiriens. L'information a été donnée récemment lors du forum spatial qui se tient à Toulouse en France. La Côte d'Ivoire et le Sénégal étaient les deux pays africains invités à cette édition 2024 où les collaborations entre l'Europe et l'Afrique sont envisagées pour ouvrir des perspectives basées sur des transferts de technologies. Depuis Toulouse, Walter Amadou Ouattara. 7e édition du Space Forum à la Cité de l'Espace à Toulouse, organisée par La Tribune. L'événement rassemble plus de 600 professionnels et marque une étape importante pour le continent africain dans le secteur spatial. Ça va permettre déjà aux décideurs publics d'avoir une décision éclairée parce que informée en temps réel de l'évolution de son territoire. L'analyse du mouvement des populations, l'analyse aussi de la manière dont la biodiversité, l'agriculture, la forêt primaire se développent ou au contraire se rétrécissent sont absolument déterminants. Une table ronde avec pour thème l'Afrique, nouvelle Eldorado du spatial. Elle est animée par Yaya Silla, président directeur général de SAR Analytique, aux côtés de Olivier Pieps, président de Prométhée, et Maham Ker, directeur général de l'Agence sénégalaise des études spatiales. Ce forum a permis d'exprimer nos ambitions, la formation, la mise en place d'un outil collaboratif entre la France et la Côte d'Ivoire sur l'imagerie satellitaire. Et ce centre serait à Abidjan avec des docteurs et des ingénieurs ivoiriens. Moment fort de l'événement, SAR Analytique et Prométhée signent un accord historique pour le lancement de la première constellation de satellites ivoiriens. Des solutions qu'on pourra offrir au gouvernement ivoirien vers ces constellations à très haute visite. Et la Côte d'Ivoire, je pense, veut, avec ses industriels, en autonomie mais en partenariat, occuper la place qui lui est échue de grand leader dans le spatial pour gérer les problèmes nationaux, régionaux. Le mois prochain, une équipe de techniciens et d'ingénieurs spatiaux formeront des ingénieurs ivoiriens.
On rentre en Côte d'Ivoire et on en vient à cette 4e édition du sommet international des bénévoles africains qui s'est tenu cette semaine à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est un sommet qui a pour objectif de permettre à la jeunesse de s'approprier les valeurs du bénévolat et du service civique. On en sait plus avec Yves Niazalé, Mahma Traoré et Husser Bley. L'expérience mémorable des jeunes bénévoles dans les stades ivoiriens lors de la CAN 2023 a fini par démontrer que le bénévolat est une solution citoyenne aux défis socio-économiques. Tout normal que le pays soit l'hôte de la 4e édition du sommet international des bénévoles africains. Les objectifs du CIBA, c'est non seulement de réunir les jeunes africains qui sont engagés au sein de leur communauté, c'est de pouvoir créer un cadre formel de coopération et de collaboration entre les jeunes organisations, entre les bénévoles et les institutions locales, les institutions nationales et surtout les institutions internationales. C'est aussi un cadre de réflexion sur les thématiques liées à la jeunesse africaine. Le sommet international des bénévoles africains regroupe 12 délégations venues de tout le continent. Le représentant de l'Office du service civique national souligne l'importance de cet événement. Cette cérémonie rentre dans la vision des prérogatives de l'Office du service civique. En effet, l'Office du service civique a été créé en 2016 pour promouvoir l'engagement citoyen des jeunes. Je dis encore merci à toute cette jeunesse qui a déjà pris conscience qu'elle a sa place dans le développement de nos pays. Cette 4e édition du sommet international des bénévoles africains est axée sur le thème « Construire l'avenir ensemble, engager, innover, agir ». La salle Niango-Remporqué du Palais de la Culture de Treichville, désormais exclusivement dédiée aux arts vivants, à tous les acteurs de théâtre, d'humour, de danse ou encore de slam qui pourront profiter de cette belle salle pour exprimer leur talent autant qu'ils le souhaitent. C'est un accord Palais de la Culture, Centre national des arts et de la culture. Compte rendu Serge Pacom Didi dans un commentaire d'Alexis Ouedraogo. Le ministère de la Culture et de la Francophonie à travers le Centre national des arts et de la culture met à la disposition des acteurs des arts vivants la salle Niango-Remporqué du Palais de la Culture. Cette salle d'une capacité de 300 places servira de cadre d'expression et de formation des différentes disciplines que composent les arts vivants. Théâtre, humour, danse, conte marionnettiste, slam, le fruit est d'une convention signée entre le Palais de la Culture et le Centre national des arts et de la culture le 15 juillet dernier. Les activités objets de la signature de cette convention est présentée sous le vocable Tramissar, qui signifie en baoulé « aide-moi à avancer ». Vive les artistes, vive la Côte d'Ivoire artistique. Il faut que les acteurs aient des spectacles importants à proposer, des spectacles de qualité. Le ministère de la Culture et de la Francophonie entend aussi rehausser et rendre dynamique la culture et les arts sous leur forme. C'est une opportunité afin d'aider à la structuration du secteur. Et sur la chaîne des valeurs, dans notre secteur d'activité, dans les ICC, nous avons la création, nous avons la production et aujourd'hui, une réponse vient d'être apportée à la question de la diffusion. Une fois qu'on a obtenu le cadre, il faut bien qu'on se mette au travail. Je nous encourage, nous tous, à faire preuve d'imagination, à faire preuve d'intelligence, de créer des œuvres qui puissent attirer le public. Les spectacles et les formations sont planifiés par un comité de programmation. Il est composé de responsables des fédérations artistiques, donc par les artistes eux-mêmes. Les spectacles démarrent officiellement le 12 octobre prochain par une fresque. Et de la culture au sport, il n'y a qu'un pas. Il y a donc du cyclisme dans cette édition. La deuxième étape du Tour cycliste a été remportée par Kanzong Abosolo. Le Camerounais l'a terminé en 2h17 sur le tronçon Grand Laousse, Songon-Agban, un parcours en ligne de 100 km. On voit cela avec Pascal Koné et Bernabé Conan, RTI Sport.
Il est 10h10 quand le coup d'envoi de la deuxième étape est lancé à Grand-Laou. En présence des autorités communales, le peloton s'engage pour une course en ligne de 5 km pour terminer à Sangon-Agbon. Le Camerounais Kamsong Abosolo s'offre la victoire avec la plus longue échappée en 2h17 minutes et 46 secondes. Tout le monde a fait son boulot parce qu'hier on a fait une stratégie d'équipe à l'ODS et on a suivi les consignes et on a attendu le bon moment pour aller dans les offensives parce qu'on ne peut pas suivre seulement la course, on ne peut pas rouler sans attaquer. Les éléphants cyclistes sont en difficulté et ne parviennent pas à décrocher une place sur le podium. C'est la position qui n'a pas été. Voilà, vu que ce sont des jeunes, parmi nous, il n'y a seulement que 2 qui ont déjà fait l'équipe nationale plusieurs fois. À part ça, les autres, ils n'ont pas l'expérience. L'absence de Sanogo, Abou, Traoré, Souleymane et Sissé Isiaka. Parce que si ils étaient là, ce sont eux qui peuvent nous donner des stratégies, nous montrer comment se positionner pour pouvoir avancer. Tout se déroule normalement, mais je pense que c'est sur le vélo que les consignes ne sont pas respectées. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. J'ai l'impression, en tant que coach, je me dis que les consignes que je donne aux enfants, ce n'est pas ce qui est appliqué. Les Burkinabés Mouni Vincent et Rawende Soukaïla sur les marches du podium. L'infirmerie est pleine au niveau des Béninois. À 100 mètres de la ligne d'arrivée, l'équipage a subi une chute. La 3e étape, le tronçon Konefla-Saint-Franc, 90 km en ligne et en circuit. Un mot d'actualité internationale, on part au Tchad. Le pays paie un lourd tribut aux inondations depuis 1 mois et demi. Le dernier bilan donné vendredi 13 septembre par les autorités et les Nations Unies ont fait état de 487 décès recensés, soit 146 de plus en une semaine. Près d'1,7 million de personnes touchées, 200 000 maisons détruites et 66 000 têtes de bétail perdues. Un chiffre important dans un pays où l'élevage est une activité économique et sociale centrale. Selon le Comité national de prévention et de gestion des inondations, 117 départements sur 120 sont victimes de ces inondations. La semaine dernière, l'ONU jugeait nécessaire un plan de réponse de 97 millions de dollars américains, mais à peine moins de 10% de cette somme était disponible, ce qui est largement insuffisant pour venir en aide aux sinistrés, d'autant que les précipitations se poursuivent ces derniers jours. Fin de cette édition, merci de votre confiance, merci de l'avoir suivi et à demain 13h.